Cuisine Référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine Référence, votre créateur cuisiniste. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Hello Alix. Salut Laura. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de passer un peu de temps avec toi ce matin. Moi aussi, carrément. J'ai eu l'occasion de découvrir la marque Aimstone il y a, je pense, 3 ans quand vous aviez fait un partenariat avec Bougaboo, je m'en souviens. Ah oui, exactement, ouais. Ouais, j'étais venue te rendre visite. Il y avait ta sœur aussi, je crois, dans la boutique. Ah, trop sympa. Ouais, j'avais découvert la marque comme ça. Toi, est-ce que tu peux rapidement commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent pas ? Ouais, carrément. Alors du coup, je m'appelle Alix. J'ai 39 ans. Je suis maman de 2 petites filles, Élise et Panda, qui ont bientôt 8 ans et 4 ans et demi. J'habite à Paris, mais j'ai passé pas mal de temps à l'étranger. J'aime bien bouger. Et j'ai monté la marque Aimstone en janvier 2007 quand j'avais 22 ans. Donc ça fait un petit moment maintenant. On est rentré dans notre 16e année d'activité. Waouh, bravo. Bravo. Merci. On va revenir justement sur peut-être les secrets de longévité. Et toi, est-ce que c'était un rêve pour toi d'entreprendre ? Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu as été baignée là-dedans ou pas du tout ? Alors, je sais pas si ça a été un rêve d'entreprendre parce que je me suis jamais posé la question comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'est venu, on va dire, de manière plutôt naturelle et spontanée. C'est vrai que j'ai ma mère qui aujourd'hui qui a vendu sa société, mais qui est architecte décoratrice d'intérieur et qui a toujours eu sa propre agence. Et après, mon père en tout cas lui a commencé sa carrière aussi en tant qu'entrepreneur puisqu'il a monté une boîte de pub qui à l'époque s'appelait qui s'appelait BDDP. Et après, il a fait sa carrière chez McDo. Et là aujourd'hui, il est à la retraite, mais il a toujours eu clairement une âme d'entrepreneur. Et surtout, ce qu'il a de très fort en lui, c'est qu'il adore... il adore les jeunes qui entreprennent. C'est vraiment... mes 2 parents, d'ailleurs, sont 2 personnes qui vont toujours pousser vers, justement, la prise de risque, voler de ses propres ailes. On a toujours eu un rapport à l'indépendance et l'autonomie chez nous qui était assez présente et forte dans notre éducation, de manière complètement détachée du travail. Mais voilà, c'est vrai qu'on a toujours grandi avec des parents qui nous ont toujours poussés à approfondir ce qu'on aimait, à trouver nos passions pour nous aider à avoir un équilibre de vie stable et épanoui. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette... aujourd'hui, on peut le résumer un peu dans une âme entrepreneur, mais c'est quand même beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que quand on fait le lien, après, moi, le jour où j'ai monté Aimstone, ça s'est passé en un claquement de doigts. Après, ça a mis un peu plus de temps qu'un claquement de doigts, mais en tout cas... la prise de décision a été hyper évidente, quoi, finalement. Ouais. En fait, t'étais baignée même inconsciemment dans un mindset général d'entrepreneuriat sans même t'en rendre compte quand t'étais petite fille, quoi. C'était vraiment... exactement. Ouais. Et surtout que ce qui est marrant, c'est une conversation que j'ai souvent avec mes parents. D'ailleurs, c'est quand j'ai monté Aimstone, j'avais 22 ans. Et je venais de décrocher mon premier boulot chez un créateur français parisien. J'adorais mon boulot. Et en fait, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Et puis un beau jour, je suis venue voir mes parents en disant je vais quitter mon premier job et je vais monter ma marque de vêtements. Et en fait, c'est tout souvent une conversation que j'ai avec mes parents parce que je me souviens pas que ça fait un espèce de raz-de-marée au niveau des conversations avec mes parents, mais c'était presque naturel. Ah ok, cool, mais quoi? Et ok, vas-y. Voilà, lance-toi.
À ce moment-là, t'avais 22 ans. Déjà pourquoi une marque de mode? Je pense que ça a été vraiment un concours de circonstances avec des rencontres que j'ai faites parce que clairement, bon, même si j'ai fait des études de mode et que j'ai fait une école de stylisme, modélisme, moi ce qui me passionne vraiment c'est le textile, les matières, les couleurs, les patines. Mais j'aurais pu très bien faire de l'archi ou de la déco d'intérieur, quoi. Et en fait, tout a été un peu un concours de circonstances où quand j'ai fini mon école, j'ai fait l'atelier de CEF, qui est une école préparatoire aux grandes écoles. Puis après, les choses sont allées assez rapidement. J'ai fait mon école, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage chez ce créateur qui s'appelle Michel Klein. Et puis en travaillant chez Michel Klein, j'ai rencontré cette fille avec qui j'ai commencé Aimstone au début, qui a été mon associée pendant 2 ans, de 2007 à 2009. Et en fait, on avait la même, je pense, liberté d'esprit et l'envie de faire des choses. Et puis on s'est dit, ah mais ça serait bien, peut-être qu'on fasse... qu'on monte quelque chose. Et puis après, je me dis, ah, mais ça serait peut-être bien, on pourrait peut-être faire une collection de maillots de bain. Et puis la collection de maillots de bain, évidemment, c'est devenu, au bout de 2 mois, une collection de vêtements. Tu me dis que tout était naturel, mais c'était une volonté de choisir un concept comme ça, très reconnaissable, qui tranche ou... Quand on a monté Aimstone, je me souviens qu'on s'était dit on voulait en fait monter une marque de vêtements où les filles venaient vraiment chez nous pour quelque chose. Et en fait, on s'était dit, on va faire une marque de vêtements où on va être spécialisé dans la robe. Et on veut que les filles, qu'elles aillent à un mariage, à un baptême, à une soirée, au travail, enfin, où tu veux, elles viennent chez Aimstone pour acheter la robe. Vraiment, on voulait avoir des robes pour toutes les occasions. Et en fait, très rapidement, parce que je crois que c'est au bout de la 2e collection, très rapidement, moi j'adore les vestes en cuir. J'adore en fait l'idée d'avoir une robe et de venir mixer avec une pièce différente sur le dessus. Donc ça, c'est quand même arrivé assez rapidement parce que c'était, je crois, en 2009, on a commencé à lancer les premières vestes. Et puis après, les vestes, on avait envie de faire des jupes. Et les jupes, tu fais des chemises, etc. Donc la collection s'est étoffée. Mais en tout cas, notre volonté au tout début, c'était vraiment d'avoir un produit spécialisé. Mon background, c'est aussi l'illustration, le dessin, etc. Et c'est vrai qu'au début, pas que à cause de mon associé de l'époque, mais c'est vrai que... j'avais peut-être pas aussi la même assurance et liberté créative que j'ai acquérie aussi au fil des années parce que ça a été aussi beaucoup de boulot et les imprimés c'était quelque chose qui était très compliqué, surtout en total look. Et puis moi j'aime bien l'imprimer en total look, bariolé, 2 imprimés qui vont pas ensemble, jouer vraiment sur des motifs qui sont pas censés aller ensemble et que moi j'aime bien justement mélanger. Donc ça a pris un peu de temps quand même. Ouais, d'accord. C'est une question qu'on peut se poser parce que vous étiez très jeune. Vous vous êtes financé comment ? Alors depuis le début de la marque, on est en total autofinancement. Ouais. Depuis 16 ans, on n'a aucun actionnaire. On a eu les premières années de Aimstone, mon père qui nous a aidés un peu, qui est devenu du coup l'actionnaire principal de Aimstone. Qui est sorti maintenant il y a quelques années, qui m'a vraiment accompagnée pour pratiquement la première décennie en fait de Aimstone pour mettre les choses en place et génial. Et développer la marque, sachant que à l'époque c'était des investissements qui servaient à rembourser toutes les casseroles qu'on se prenait. C'était pas un investissement pour faire de la croissance, c'était vraiment un investissement pour réinjecter dans la prochaine collection. Trouver notre business model, voilà. Tu dis dans une interview que j'ai écouté de toi, ma marque était en réussite et mon business était en échec. Est-ce que tu peux m'expliquer et revenir un peu sur ça ? Il y avait vraiment, c'était 2 mondes complètement paradoxaux. Donc en termes d'image et de notoriété, on avait une image qui était beaucoup plus grosse. On avait vraiment, déjà un peu de reconnaissance en termes de créativité sur un produit qui était différent, avec des coupes qui étaient différentes. En tout cas, une proposition différente. Et surtout à l'époque, jusqu'en 2012-2013, notre business reposait principalement sur la distribution wholesale. Et on vendait principalement à l'étranger. Moi, j'avais toujours la folie des grandeurs. Et surtout, moi, ce qui me fait rêver, c'était d'être implanté aux États-Unis, au Japon, etc. Donc, on a travaillé pendant des années sur ce projet-là. Ouais. Ce qui fait qu'on a été vendu dans une 60-70 points de vente partout dans le monde, au Koweït, à Dubaï, à Tokyo, à Hong Kong. Et ce qui fait qu'en fait, c'est vrai que de l'extérieur, les gens, quand je disais qu'en fait on était 4 dans la boîte, les gens ils pensaient qu'on gérait une boîte qui faisait je sais pas combien de millions, avec une notoriété de dingue, une com et une visibilité de malade. Et donc tout ça était merveilleux, mais à côté de ça, il y avait la réalité du business qui était hyper dure.
parce qu'on faisait que du wholesale. Donc la distribution wholesale, c'est des marges qui sont coupées en deux, qui sont absorbées pas forcément entre les frais des différents importantes. showrooms, les exports, les envois, la boutique qui nous met la corde au cou parce qu'on livre avec 24 heures de retard. Et à côté de ça, du coup, beaucoup de dépenses pour finalement un volume de commandes et de produits qui n'était pas suffisant pour absorber les coûts de gestion au quotidien d'une boîte qui gérait comme si on était une multinationale, alors que clairement, on l'était pas. Et ça, au bout de quelques années, ça m'a vraiment épuisée. Alors pas que je faisais pas en sorte de véhiculer ça. Hein. Moi, si je croisais des gens qui me disaient mais comment ça se passe à Aimstone quand ça se passe pas bien, je suis là, c'est la cata. Je suis pas du tout à dire non mais c'est génial, on cartonne, etc. Moi, j'ai pas du tout d'ego par rapport à ça et je trouve ça bien justement de dire quand ça va pas et d'aider à trouver justement des solutions à ce genre de problème. Mais là, voilà, le business était comme ça. Et puis moi, au bout d'un moment, je me suis réveillée un matin en 2012 en me disant non, mais en fait, j'étais entre deux décalages horaires. J'étais partie présenter les collections à Tokyo. J'étais rentrée à Paris une nuit. Je repartais à la Fashion Week de New York. Ensuite, j'avais la Fashion... et en fait, je gérais tout ça toute seule. Donc, j'étais vraiment épuisée. Et surtout, j'avais l'impression de courir derrière nos sous. Je m'étais dit, mais en fait, moi, je fais pas Aimstone et tous ces produits et ces collections hyper créatives pour, d'une, ne pas me faire payer, de deux, me retrouver aussi avec des boutiques multimarques qui m'appellent toutes les 4 matins pour me dire, ah, mais chez nous, on fait 2 semaines de solde volante, la semaine prochaine, c'est Black Friday, l'enfer. Donc, du coup, mes produits étaient toujours vendus à prix soldé. Enfin, j'extrapole un peu, mais grosso modo, c'était ça. Des clients qui eux-mêmes ont leurs propres problèmes de trésorerie, donc il y avait des boutiques qui me payaient 6 mois en retard, sans compter toutes celles qui m'ont jamais payé les prods que je leur ai livrés. Et en fait, j'avais l'impression tout d'un coup de jouer le rôle d'une banque et d'un financement de trésorerie pour la plupart de ces boutiques multimarques. Et finalement, moi, être derrière et me prendre, j'avais déjà ma trésorerie qui était un stress, et puis là, tout d'un coup, je me retrouvais à gérer la trésorerie des autres boutiques, quoi. J'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait vraiment un... Et en fait, ça m'a vraiment crevé. Et en fait, un jour, je me suis dit, non, mais je suis pas... Donc ça, c'était en 2012. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis dit, en fait, est-ce qu'il faut pas vendre moins, mais mieux et plus intelligemment, et du coup aussi à proximité. Donc c'est ce que j'ai fait en 2012, où on a fermé la distribution. On a ouvert une deuxième boutique rue Cambon, qui était du coup être censée une boutique un peu plus internationale que celle qu'on a rue du Cherche-Midi. Et surtout, on a commencé à se mettre sur le digital en 2012, ce qui était hyper tôt pour l'époque, parce que à part des net-à-porter, etc., il n'y avait aucune marque qui avait son propre e-commerce à cette époque-là. Ça arrivait plus tard, vers 2015, où vraiment les marques se sont mis à avoir leur propre e-commerce. Enfin, voilà, il y a une espèce d'incohérence en fait dans tout ça que j'ai pratiqué pendant les 10 premières années, enfin en tout cas pendant les 7-8 premières années. C'est énorme, 7-8 années. Et après je me suis dit, parce qu'en fait ça va hyper vite quand on est dans la seringue, et puis surtout, en fait en vrai on vendait bien. Toutes les saisons on avait des nouveaux points de vente, mais à côté des nouveaux il y en avait plein qui arrêtaient, qui nous sautaient une saison. Donc si tu veux, c'était si peu stable comme modèle, parce que moi je me disais, bon alors attends, on a telle boutique qui nous disent qu'ils cartonnent les ventes, etc. Donc l'année prochaine ils vont peut-être nous faire 20% de croissance par rapport à la commande de ça, et en plus on va récupérer tant de clients. Sauf qu'il y en avait toujours, si on en avait 60, en fait on avait du mal à passer le cap d'avoir plus de 60 points de vente, puisque on en avait 60 une saison, on s'est dit l'année prochaine on va en avoir 90, et en fait il y en avait 15 ou 20 qui du coup passaient pas de commande, ou certains qui étaient allés en bankrupt. Donc il y avait aucune stabilité là-dedans, et comme je disais au tout début quand tu me demandais pourquoi la mode, c'est que moi je suis hyper instinctive et je suis assez structurée dans ma manière de faire, et j'aime bien avoir de la stabilité. Alors j'adore le changement, mais j'aime bien avoir une base stable, tu vois, avoir un tronc qui se tient bien, et après j'ai pas de problème à bouger, manipuler les choses dans tous les sens. Et là en fait j'avais pas ça, c'était comme si notre business était fait sur une pyramide à l'envers qui retenait sur une petite arête bien fine, et du coup je passais mon temps à essayer de retenir pour pas que la pyramide s'écroule. Et en fait mais je pense que du coup, en termes de, enfin, moi, je me mets à ta place, tu vois, qui suis entrepreneur aussi, en termes de stress, en termes de dépassement, de limites physiques, psychologiques, d'angoisse et tout ça, aujourd'hui, tu dois être
warrior, quoi. Tu dois en retirer énormément de toute cette période qui est quand même très très longue, de 7-8 ans un peu en dilettante. Toi, aujourd'hui, tu dirais que ça t'a appris quoi, en fait, aujourd'hui, pour ta vie professionnelle, ta vie personnelle, de passer 8 ans un peu dans l'angoisse, quoi. Je pense que beaucoup de personnes seraient aussi parties en burn-out à ce moment-là, ou auraient claqué la porte de la société. Ouais, non, c'est sûr que c'est vraiment, enfin, Aimstone, c'est vraiment une histoire de résilience parce que j'aurais pu décider d'appuyer sur le bouton stop, mais c'est comme si, en fait, je suis tellement liée à Aimstone, sachant que j'ai pas enfin, en tout cas, je n'ai plus d'attache émotionnelle. Tu sais, souvent les gens disent, ah mais ma boîte, c'est mon premier enfant, etc. Bon, c'est ce que j'ai dit pendant des années. En fait, je me suis rendu compte que ce qui vient générer encore plus de stress, de frustration, etc., c'est justement ce lien émotionnel que tu as par rapport à ta société ou ton produit. Et en fait, pour moi, le plus gros travail qui a été fait pour justement m'extraire de ça et pas me dire, bon, bah, si demain Aimstone se casse la gueule, ça veut pas forcément dire que je suis moins que rien, ça veut pas dire que je suis nulle. Tu vois, moi, j'avais un peu ça. Ta boîte fonctionne pas, tu te dis non mais attends, il y a un truc qui va pas avec moi, en fait je suis pas bonne dans ce que je fais, et du coup tout d'un coup tu te mets à douter sur tout. Et ça m'a pris un peu de temps à le comprendre et vraiment à me détacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand on me dit ah mais Aimstone c'est un peu ton troisième bébé, je suis là non mais pas du tout. Ouais, tu veux pas quoi. C'est un business. Business is business, et moi je suis à côté. Je vis de ma passion. Et c'est aussi la grosse différence avec, je pense que c'est ça aussi qui crée une certaine résilience dans ce qu'on fait, c'est que j'aime tellement ma boîte, j'aime tellement mon équipe, je suis tellement fière de tout le trajet qu'on a fait, de toutes les remises en question qu'il y a eu, après le stress il est toujours là, mais en fait ça dépend de comment est-ce qu'on le gère et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Si le stress, on a envie de le vivre pleinement, comme le stress qu'on va avoir au sein d'une famille, c'est très dangereux. Si on le voit vraiment purement comme un business et du coup comme une zone de jeu, moi je le vois vraiment comme un gros terrain de jeu, Aimstone. Donc il y a des jours où tu gagnes et des jours où tu perds. Mais ça vient pas tout remettre en question. En fait, d'avoir changé mon approche, ça m'a mis quand même 8-10 ans à passer ce cap-là. Et en fait ça change complètement ta vision de la chose. Mais en tout cas à l'époque où j'avais pas encore les moyens de pouvoir exprimer ce que je viens de dire, je gérais mon stress de manière en fait assez pragmatique. C'est que déjà je faisais énormément de sport pour évacuer mes frustrations. Tu vois, par exemple, il y avait des choses, j'arrivais pas à trouver des solutions, je tournais autour du pot, plutôt que de m'entêter, de finir ma journée ultra frustrée. Je prenais mes affaires, je partais, mais à l'époque, je faisais des marathons, un footing, c'était 1h30, tu vois, j'avais vraiment besoin d'évacuer beaucoup d'énergie et en même temps d'en récupérer de la propre. Et je me souviens toujours que je disais aux filles au bureau quand je partais comme ça courir, quand je cours, j'ai l'impression que j'ai des petites bulles d'oxygène qui s'ouvrent dans ma tête. Et en fait, ce qui était un problème avant mon sport ne l'est plus après, où tout d'un coup, j'ai complètement changé mon énergie et la perspective. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé, du coup, on a toujours été une famille assez sportive. J'ai pas commencé à faire du sport parce que Aimstone, mais c'est vrai que du coup, je me suis inscrite dans un club de natation, je faisais vachement de footing et je dormais aussi énormément. Je trouve que le sommeil, quand on est stressé, alors sachant que c'est assez contradictoire parce que c'est vrai que souvent, quand on est très stressé, on a du mal à dormir. Oui, mais la fatigue augmente énormément le stress, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Et en fait, vraiment, je me forçais, même si je pouvais mettre du temps à m'endormir, mais c'est vrai que voilà, j'allais faire mon sport, je rentrais chez moi, je me prenais une bonne douche, je me faisais un dîner genre sain avec plein de légumes, plein de trucs, et vraiment j'allais me coucher, quoi. Je mettais mon cerveau sur off. Et ça, je pense que ça m'a vachement aidé à ne pas aller dans le burn-out. Parce que du coup, j'entraînais vraiment mon cerveau le soir à se mettre sur off, c'est-à-dire à vraiment, parce que c'est un peu le risque quand on est entrepreneur et surtout quand on est passionné par son métier, sa boîte, et qui est vraiment je pense la première définition de l'entrepreneuriat. C'est vraiment de réussir en fait à couper et à faire que ton quotidien, ta vie n'est pas que la boîte que tu as et ton projet. Et donc, ce que je faisais, parce que c'est pas facile, mais en tout cas, si ça peut en aider certaines, c'est que, je fermais les yeux et je me disais, est-ce que, en fait, la Terre va s'arrêter de tourner si je réponds pas à cet email maintenant?
est-ce que si jamais je fais pas ça maintenant, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur demain et le reste de ma semaine? Et en fait, du coup, je relativisais, je me dis, non. Et du coup, je me suis entraînée comme ça petit à petit pour vraiment casser essayer de casser cette espèce de toutes ces pensées envahissantes qui rentrent dans notre tête et qui du coup peuvent littéralement déjà nous empêcher de vivre et aussi complètement être très paralysants. T'as trouvé, on va dire, la solution par toi-même. Qu'est-ce que t'as mis en place et comment tu as procédé vraiment pour remettre, pour donner un nouveau souffle à Aimstone? Déjà, j'ai donc analysé ce qu'il n'y avait pas. Donc, j'ai compris que c'était le wholesale qui, clairement, c'était un modèle qui fonctionnait pas pour nous. Donc ça, déjà, je l'ai arrêté. Hein. Du coup, une fois que j'ai compris ça, vraiment, littéralement, le lendemain, j'ai annulé toute la partie, tout le wholesale. Et puis ensuite, mon focus, c'était du coup de vendre moins, mais mieux. Donc, et c'est toujours mon leitmotiv aujourd'hui. Hein. Je dis aux filles, je préfère qu'on vende moins, mais qu'on vende bien, avec des produits de qualité qui sont bien faits, etc. Enfin, je veux pas que tout d'un coup, parce qu'on a des grosses prods, on ait un produit qui soit moins qualitatif. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur la structure des collections, me dire du coup, on va vendre moins. Donc, ça veut dire qu'il faut que mes collections vont être moins grosses. Du coup, il faut que j'ai des produits où je sois sûre que ça fonctionne bien. Donc là, on a commencé à vraiment faire du merchandising au niveau de nos collections, analyser les collections, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, quel genre d'imprimé, de quoi les clientes avaient envie. Donc ça a été un travail qui a été assez long. Et puis surtout, j'ai travaillé sur mes tableaux de trésorerie plus que jamais. J'étais là, en fait, à quel moment on arrive à un équilibre, combien est-ce qu'il faut qu'on vende de pièces pour arriver à un équilibre stable, serein, à partir de quand on commence à avoir du budget, à partir de quand on arrive à dégager des profits qui, du coup, génèrent chez nous du budget pour pouvoir réinvestir dans la boîte. Et c'est le travail qu'on fait depuis, alors on a amorcé en 2014, il y a eu un gros changement encore en 2016, où on a encore réduit, travaillé plus, mieux, etc. Et puis, on s'est dit aussi, il va falloir qu'à un moment, je sorte un peu de ma coquille et que je mette un peu au bout du jour, que j'explique en fait tout le travail créatif qu'il y a derrière Aimstone, pourquoi nos prix sont les prix qu'on pratique, tout le processus créatif, le fait qu'on développe tous nos textiles, tous nos imprimés, que je dessine tout à la main, et que c'est ça aussi qui fait que la singularité de la marque, c'est que c'est ma main qui est derrière en fait. Mais donc, aujourd'hui, du coup, c'est très collé à moi et ma vision de la chose. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mes croquis Aimstone, les filles qui travaillent au bureau disent souvent ça, que elles voient ensuite ce qu'on fait en photo, c'est-à-dire mon dessin à la base, elles peuvent recoller avec la photo en disant non mais cette fille ressemble à ton croquis, c'est genre dingue. Donc voilà, il y a un côté vraiment, on est venu mettre en fait en avant, on a mis un gros coup d'accélérateur sur toute notre communication et ce qui faisait en fait, ce qui crée aujourd'hui notre différence avec d'autres marques. Donc c'est vraiment notre processus créatif. Et il faut dire aussi que la partie, le développement des réseaux sociaux, Instagram, etc., nous a clairement aidé à nous propulser. Oui, vous avez une super stratégie de com aujourd'hui et justement, je voulais en parler aussi avec toi. D'abord, toi, ton processus, tes inspirations, d'où ça te vient pour dessiner une collection? Parce que tu vois, je savais pas que c'était toi derrière pour tous les modèles, quoi. C'est incroyable. Aujourd'hui, t'es sur tous les fronts, en fait. T'es dans la partie artistique, processus créatif, mais en même temps gestion des finances, mais en même temps. C'est fou, bravo. Merci beaucoup déjà. Non, après, bon, il faut dire aujourd'hui, on est quand même une équipe de 15 personnes au bureau. Donc moi, je continue à faire et je ne compte pas le lâcher parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus, moi, c'est faire la créa. Du coup, voilà, il y a beaucoup de motifs, beaucoup de choses. Donc ça, je m'occupe vraiment de tout. C'est-à-dire que je fais tous les imprimés, papier, crayon. Hein, j'ai je sais pas combien d'aquarelles différentes, de sortes de peintures, de pastels. Donc ça, je dessine tout moi-même. Et d'où tu viens l'inspiration pour tout ça? L'inspiration, ça vient de tout. Ça peut être, j'en sais rien, il y a 2 semaines, j'étais à Minorque, où j'ai adoré le côté très sauvage, le côté très ranch de l'île, les couleurs, l'aridité versus il y a des paysages qui sont en même temps très luxuriants. Ça peut être... Cuisine référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine référence, votre créateur cuisiniste.
pour moi des sources d'inspiration où je vais reprendre certaines couleurs que j'ai vues là-bas, en créer un imprimé. Y a pas vraiment de règles. Ça peut être ça peut être une expo que je suis allée voir, ça peut être un gribouillage de mes enfants. Des rêves, parfois, je fais des rêves, comme tout le monde, mais parfois j'ai des rêves qui sont un peu bizarres, dans un univers un peu particulier, et ça peut être le début d'une collection. Mais quand je fais les collections, c'est vraiment, il y a aucun jugement sur une idée qui naît. Ça veut dire que peut-être avant de faire un imprimé, je vais en faire 10 avant qui sont nazes, mais il y a aucun jugement. C'est-à-dire que parfois je me mets devant une page blanche et je vais juste commencer un espèce de gribouillage avec des taches de couleur et puis clac, et ça va me faire penser à ça, et je me laisse complètement porter par l'imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, j'essaie pas du tout de rationaliser, de me dire mais ça, je me dis pas je vais dessiner aujourd'hui un imprimé et ce sera le best-seller de la prochaine collection. C'est-à-dire qu'un dessin, je me dis pas, je vais le faire, du coup ça va être canon parce que je vais faire une robe comme ça vient après. C'est vraiment au début, à la base, la création, c'est vraiment papier crayon dans la main, et je me laisse mais complètement. C'est vraiment pour moi, c'est la seule manière de pouvoir créer, parce qu'il faut aller explorer aussi. Tu vois, je peux pas proposer les mêmes imprimés. Je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles techniques, en train de tester des nouvelles choses, et parfois il y a des ratés, hein. Il y a pas tout qui cartonne et qui fonctionne. Mais pardon, ce que je voulais dire qui est hyper important, c'est que oui, aujourd'hui je suis clairement la locomotive d'Aimstone, mais à côté de ça, je me suis vraiment bien entourée dans mon équipe où j'ai des filles qui sont passionnées par ce qu'elles font, donc je suis pas toute seule. Oui, ce serait impossible. Aujourd'hui, toi, tu dirais que c'est quoi tes facteurs clés de succès? Donc, bien sûr, l'équipe dont tu viens de parler. Tu parlais aussi de la communication, et c'est vrai que vous êtes assez fort sur le digital. Ouais, alors le digital, juste pour remettre un peu dans le contexte, comme je disais, c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé en 2013 et sur lequel on a vraiment décidé on a vu qu'on avait un beau potentiel à partir de 2016. Donc, on l'a vraiment bien activé à ce moment-là. Non, moi, ce qui est vraiment important dans mes collections et là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment, j'adore raconter des histoires. J'adore, par exemple, les histoires pour enfants. J'adore les films de science-fiction. J'adore imaginer des univers et les concrétiser. C'est vraiment ce qu'on fait chaque saison avec nos collections, en tout cas qu'on essaye de faire. C'est pas juste de dire, voilà, nouvelle collection hiver. Tel truc, etc. Non, nous, la partie communication et l'histoire qu'on raconte autour de la collection, c'est presque le plus important à mes yeux. En tout cas, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment activé sur notre communication depuis 2018 et 2019. Et là, on va encore un peu plus loin, notamment avec notre nouvelle collection hiver qui s'appelle Emporium, qu'on lance là le 12 juillet, où on a fait une com, où on s'éclate dessus. Emporium, en fait, la collection, c'est un mall virtuel Aimstone, qui regroupe que des magasins spécialisés autour de l'univers de l'outdoor, du loisir, du camping, tu vois, genre hyper outdoor activity. Et en fait, c'est donc 9 magasins, 9 capsules qui sont voilà du coup autour de cet univers-là. Donc là qu'on va dérouler en com, on commence demain d'ailleurs ça. Donc j'ai vraiment hâte. Et c'est hyper excitant parce que j'adore mettre les gens dans en tout cas, essayer avec le vêtement de vraiment raconter une histoire et de les mettre dans un univers. Je trouve que, surtout, tu vois, sur la mode, où ça a été très sali par la fast fashion, le côté grosse distribution, etc. Moi, je trouve qu'il y a une vraie valeur aux vêtements, au temps aussi qu'on prend à développer nos collections, et on a envie du coup de bien le faire et de le faire correctement. Donc ça, c'est vraiment un de nos gros piliers, c'est le storytelling de nos collections, mais pas que. Il y a aussi ce que je t'expliquais tout à l'heure, de vraiment comment est-ce qu'on vient mettre, qu'est-ce qui fait en fait la singularité de notre marque. C'est clairement la manière dont on crée nos collections, le fait que tout soit fait homemade. Donc ça, il va y avoir énormément de contenu aussi sur la nouvelle collection par rapport à ça. Et aussi toute la partie produit. Voilà, moi je dessine vraiment toutes les silhouettes. On travaille à l'ancienne avec une modéliste, donc moi je dessine tout à la main. C'est que des modèles que j'ai dessinés pour la collection. Donc il y a ça aussi qu'on a envie de mettre. Il y a un vrai savoir-faire de mon équipe là-dessus. Et c'est vraiment du coup les deux gros piliers en fait de notre communication. Donc ça a une partie très importante chez nous, et en termes évidemment de croissance, dans les objectifs de croissance. Mais aussi, moi je veux que mes équipes travaillent avec beaucoup de plaisir, et j'ai envie que ça soit fun, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui nous unit toutes au bureau.
Et après, pour rentrer un peu plus concrètement dans la com, on a évidemment les réseaux sociaux, dont Instagram, qui est un de nos gros leviers, mais on a aussi une grosse base de clientes sur nos newsletters. Et on travaille énormément la newsletter, parce que pour nous, c'est un peu comme un magazine online sur lequel on a envie... voilà, nos newsletters sont justement... Il y a un côté très éditorial dedans. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser et de booster et de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier sur notamment Instagram, TikTok, qui est quand même déjà hyper saturé et que je trouve malheureusement bien souvent assez vide de sens, parce que c'est difficile en fait sur les réseaux sociaux, c'est tellement visuel. Alors nous c'est bien parce qu'on a des produits qui sont assez visuels, mais toute la partie storytelling, c'est moins évident finalement aujourd'hui qu'il y a quelques années sur Instagram par exemple. C'est ça, puis après il y a toutes les coms qu'on adore là maintenant que le Covid est un peu derrière nous, en tout cas pendant le petit break estival. Voilà, on a notre Tour de France d'Aimstone où on va à la rencontre de nos clientes, leur présenter les collections souvent en avant-première, échanger avec elles, ça nous permet vraiment de pouvoir aussi leur expliquer l'univers de la marque. Voilà. La com, c'est pour moi pas que digitaliser, et je dis d'ailleurs tout le temps aux filles au bureau, quand on lance des nouvelles collections, je dis en fait pour moi, aujourd'hui, le seul sens qui est vraiment stimulé, malheureusement, c'est la vue. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites internet, etc. Et je dis pour moi, c'est tellement important de mettre les 5 sens en éveil. Donc par exemple, sur nos fiches produits, on va essayer de venir vraiment décrire la sensation du tissu. Tu vois, par exemple, on a une nouvelle capsule qui se lance où c'est 3 organzas différents. Et ben, on va venir décrire que tel organza a un toucher gras, qui a une transparence, que si c'est un tissu qui est voilé, si c'est un tissu qui est souple, qui est fluide. Et on a lancé d'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur Instagram, mais on a lancé un petit concept qu'on a fait là sur la collection été 2022 qui s'appelle le Time and Moment. Et le Time and Moment, c'est en fait un peu une espèce de petite bulle créative dans laquelle on essaie de venir mettre les clientes la veille d'un lancement d'une collection. Donc c'est absolument pas en rapport avec les tissus ou en tout cas la mode, il n'y a rien de textile dedans. Mais c'est en fait moi qui vais venir peindre soit un paysage à l'aquarelle, soit venir faire un collage pour mettre en scène en fait la capsule qu'on lance le lendemain, mais purement un peu comme un mood board créatif. Et donc là-dedans, on vient expliquer par exemple la sensation d'un point de vue purement émotionnel, sur des choses complètement impalpables. On va venir expliquer en fait l'univers de la capsule, mais sans montrer du produit, sans qu'il y ait rien de concret. Donc c'est vraiment purement de l'inspiration, un dessin à la main, un collage, etc. Et ça fonctionne aussi hyper bien. Et c'est très important pour moi de venir mettre les clients dans une bulle créative avant de leur présenter le produit, et qu'on a vraiment envie de les emmener dans notre univers. Donc voilà, on crée pas mal de contenu par rapport à ça. Génial. Avant de parler de l'équilibre vie pro, vie perso, puisque je crois que ton mari est aussi entrepreneur et tu as 2 petites filles, qu'est-ce que tu dirais à la jeune, toute jeune Alix qui se lance dans Aimstone et qui est encore là en plus 16 ans après, si tu avais des conseils à lui donner, des choses que tu ferais différemment, ou qu'est-ce que tu lui dirais, tout simplement? Alors déjà, je dirais quand même que je suis fière qu'elle soit encore là, qu'elle s'est pas battue pour rien du haut de ses 22 ans. Ouais. Je pense pas que je changerais quoi que ce soit, parce que même si ça a été vraiment compliqué pendant 10 ans, bah en fait c'est ces 10 ans de galère, de remise en question, de doute, de portes qui se ferment, etc. Là où tu apprends le mieux, c'est des choses qui fonctionnent pas. Quand ça fonctionne, en général, tu te remets quand même rarement en question. Donc pour ça, je ne changerais pas, parce que je pense que si j'étais pas passée par ces étapes-là, je serais pas aussi sereine dans le Aimstone d'aujourd'hui. Enfin, ça m'a vraiment construite en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Ça m'a appris que, en fait, la force du travail, ça vient englober beaucoup de qualités humaines, en fait, que malheureusement, souvent on survole. La résilience, le travail, mais le travail dur, de se poser les questions, d'aller creuser, de se relever, etc. Pour moi, c'est en fait une leçon pour la vie. C'est comme dans tout, quoi. Parce que c'est tellement facile, en fait, d'arrêter à la première porte qui se ferme à soi. Ça me permet aussi d'apprendre que, en fait, on peut continuer à apprendre et à progresser tous les jours, toute sa vie. Que c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet un jour que c'est quelque chose qui va fonctionner toute notre vie, et que du coup il faut se remettre en question tout le temps. Et voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la résilience,
la soif du travail et de se dépasser en fait, de pas se dire bon bah ça fonctionne pas, du coup j'arrête. C'est non, ok ça fonctionne pas comme ça, mais peut-être que si je change mon approche et ma perception, je vais le voir de manière complètement différente. Enfin, il y a une telle richesse en fait humaine là-dedans que voilà, c'est vraiment ce que j'aurais envie de, enfin, en tout cas ce que je retiens de toutes ces années de travail, quoi. D'accord. Et juste une petite question, pendant ces 10 ans, tu avais la sensation, toi, d'être en défaillance un peu professionnelle, ce terme est horrible, ou non, tu le voyais, tu le percevais Non, pas pas comme du ça? tout. Pas du tout. Enfin, je savais que il y avait quelque chose qui était pas fluide, visiblement, vu que ça fonctionnait pas comme je l'entendais. Mais moi, l'échec, c'est un mot que j'ai du mal à que j'ai du mal à percevoir, parce que pour moi, l'échec est un échec à partir du moment où tu décides que c'est un échec et tu décides de tourner les talons. Ouais, carrément. En fait, c'est toi qui te mets en situation d'échec à partir du moment où tu dis bah j'y arrive pas, du coup j'arrête. Bon bah là tu le perçois comme un échec. Moi mes échecs, ça m'a toujours permis de rebondir sur autre chose en fait. C'est comme si je racontais un imprimé. Bon bah là je vais faire 25 imprimés, il y en a pas un qui est bien. Je pourrais le voir comme un échec, mais en fait non. Pour moi c'est juste j'ai ouvert une porte qui va me permettre de passer dans une autre porte, dans une autre porte. Pour moi c'est vraiment enfin l'échec pour moi c'est enfin la chose la plus importante en fait par lequel il faut passer. Mais moi je l'appelle pas comme ça. Pour moi c'est des leviers de croissance, d'amélioration, de changement énergétique. Donc non, du coup, je me suis jamais dit que j'étais en échec, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai jamais capitulé en fait. Bah oui, Puisque c'est je l'ai ça. jamais vu comme un échec, je les ai vus comme des épreuves, des moments de doute, de questionnement, mais jamais comme des échecs. Alors que je pense qu'aux yeux en effet, de tout le monde. Mais c'est marrant parce que mes parents, du coup, qui ont vu, qui auraient pu me dire Bah oui. 250 000 fois, non mais Alix, là, il est temps que tu passes Mhm. à autre chose, et que bah, en fait, ils ont jamais arrêté d'y croire, eux non plus. C'est génial, c'est une chance, hein. Ils voyaient C'est pas une ça comme chance. un échec, mais Mm. plutôt comme, bah, c'est toujours mon histoire de terrain de jeu. Ouais, Il y a des jours où tu gagnes, des jours où tu perds. exact. Et tu C'est peux clair. percevoir le jour où tu perds comme un échec, mais moi, je le vois pas comme ça. C'est juste, c'est un jour où j'ai perdu et demain, j'aurai gagné. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Mon approche est un peu différente par rapport à ça. Ouais, hyper intéressant. Je suis d'accord d'ailleurs complètement avec toi. Et d'ailleurs, je C'est plus pense que simple ça, aussi de le voir comme ça, hein, que ouais, de le voir c'est puis comme un échec, ça, en ouais, fait. ouais, non mais carrément Parce qu'il y a quand peut-être on a. moi aussi qui essaie de me sauver de, tu sais, de mes années de galère, à me dire non, mais c'est pas un échec, je suis juste en train d'apprendre. Alors qu'en fait, peut-être que Oui, c'était oui. vraiment un échec, mais Non mais ouais, quand t'es entrepreneur, si t'as pas ouais, je cette le perçois pas comme philosophie, ça. c'est compliqué. D'ailleurs, ton mari est aussi entrepreneur. Quelle place tient vos boîtes respectives dans votre couple? Est-ce que vous laissez rentrer le travail à la maison, ou au contraire, vous essayez vraiment de vous détacher quand vous êtes en famille? Alors, il faut savoir que mon mari est aussi entrepreneur, il l'a toujours été. Il a une boîte aux États-Unis qui pilote de France. Enfin, il a son associé qui est aux États-Unis qui s'appelle Found Bubbly, où c'est des eaux infusées, euh, des eaux pétillantes infusées avec des produits naturels. Ça qu'il a également depuis 2007. Et là, depuis qu'on est rentré en France, en 2016, il a lancé en 2018 une agence de com. Donc il faut savoir que, au-delà qu'on ait chacun nos boîtes, Aimstone est un gros client de la boîte de mon mari qui s'appelle The Refreshment Club. C'est lui du coup qui nous fait toutes nos campagnes visuelles. Il a refait tout le branding de la marque. On a refait tout le branding pour les 10 ans de la marque en 2017. Et c'est encore plus spécial étant donné que on travaille énormément ensemble, quoi. Et du coup, et on a tous les deux aussi la même volonté que on est tous les deux très très famille. On sait du coup tous les deux à quel point nos boîtes et nos business perso peuvent prendre de la place dans nos quotidiens. Et donc on a cette règle très très simple qu'on s'est fixée, alors qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Hein. Pensez pas qu'en un claquement de doigts on s'est dit ça et que tout roule. Hein. C'est un vrai travail au quotidien de se dire, bah en fait, on travaille à partir du moment où on dépose nos enfants. Donc moi j'arrive au bureau en général, il est 9h. J'ai de 9h à 17h30 sur lequel c'est consacré à Aimstone, mon travail, ce que j'ai à faire. À partir du moment où on passe le pas de la porte de la maison, on veut être avec nos enfants et on se rend bien compte que c'est pas possible de toute façon tenir, de parler de nos business en même temps de s'occuper de nos enfants. Ou et ben quand on est à la maison, on ne travaille pas, on travaille
en général jamais le soir après avoir couché les enfants. Donc voilà, donc là-dessus il y a une vraie entente. Après il y a des moments où c'est compliqué parce qu'il y a des rushs, parce qu'il y a des stress qui sont incontrôlables et que du coup on a besoin d'en parler sur le moment. Et par contre on a mis en place il y a pas mal de temps maintenant avec mon mari, on fait une date par semaine. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment l'organisation et l'équilibre famille pro. C'est quelque chose qu'il faut discuter déjà avec son conjoint et sa famille. Voir aussi ce qui nous sort de notre zone de confort et ce dont on a vraiment besoin. Moi, je sais que j'ai besoin aussi de faire une heure, voire 1 heure et demie de yoga par jour. Bon, bah, du coup, j'ai mes 24 heures, j'ai 10 heures de sommeil, 1 heure et demie de yoga. Il me reste plus que 12h30 dans ma journée pour la répartir sur mes enfants, ma famille. Est-ce que j'ai envie d'aller déjeuner? Pareil, est-ce que j'ai envie d'aller déjeuner du coup avec une copine où ça va me prendre 1 heure et demie, voire 2 heures? Bon, bah, clairement non, je me garde ça pour le week-end ou pour le soir. Je pense qu'il faut quand même organiser les choses et se dire que les journées, elles font que 24 heures et que j'ai pas envie non plus de rentrer tous les soirs en pseudo burn-out parce que j'ai mis trop de choses dans ma journée. Donc, j'hésite pas à balayer mon emploi du temps quand je sens que là, il y en a trop. Et je le dis aussi aux filles en bas. Je dis là, j'ai trop de choses cette semaine-là. Tel rendez-vous, ça peut attendre la semaine prochaine. On fait la semaine prochaine. Voilà, j'ai plus en tout cas ce côté d'accumulation et le plus je fais, le mieux, la meilleure je suis, etc. Moi, je suis revenue à un stade complètement différent. C'est beaucoup plus minimaliste, on va dire, comme gestion aujourd'hui. C'est quoi ta vision? Et c'est pareil pour le mari. Ouais. C'est quoi ta vision aujourd'hui pour Heimstone? Tu penses déjà que c'est le projet de ta vie ou tu te vois peut-être un jour faire autre chose? Est-ce que parfois tu as des envies d'autre chose ou non? Ta vision pour Heimstone, c'est jusqu'à la fin. Ouais, alors Heimstone, c'est clairement un projet sur lequel je pourrais travailler à vie. Sachant que là, on est sur le prêt-à-porter femme, mais il y a tout l'univers lifestyle qui me plaît énormément. La maison, j'adore la déco, l'architecture, etc. Donc, c'est assez facile de déployer ça. Et à côté de ça, il y a plein de projets sur lesquels je travaille en off et souvent en marque blanche. Je fais pas mal de consulting pour d'autres marques ou d'autres maisons. Je dessine aussi pas mal de motifs ou d'imprimés pour d'autres marques. Mais tout ça, c'est des projets qui sont en off. Donc, si tu veux, je suis évidemment très nourrie par Heimstone, mais à côté de ça, voilà, j'ai plein d'autres passions à côté qui font que voilà, j'ai déjà des projets. Donc, j'ai pas l'impression que, si tu veux, mon quotidien, toute ma vie n'est résumé qu'à Heimstone déjà. Tu vois, on a des projets de rénovation de maison, on a des projets d'architecture avec mon mari. Enfin, tu vois, on a plein d'autres projets qui sont déjà à côté. Clairement, mais c'est vrai que voilà, pour répondre à ta question simplement, Heimstone reste quand même ma colonne vertébrale et un projet que j'ai envie de déployer, pas forcément rapidement. Tu vois, je suis pas du tout dans l'urgence, mais c'est vraiment pour moi un projet où je vois Heimstone comme un projet tentaculaire sur lequel je pourrais développer plein d'autres choses à côté, quoi. Ouais, je vois. Merci beaucoup. On va finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Ouais. Ta plus grande victoire? Là, ces petites questions, il faut répondre rapidement, c'est toujours pas facile. Non, tu peux réfléchir quand même 3 secondes. Je crois, c'est bateau, mais je crois que ma plus grande victoire, c'est d'être épanouie entre ma vie de famille, mes enfants qui sont en bonne santé et ma société qui est en bonne santé, quoi. Je crois que c'est clairement... Carrément. Tes citations préférées? Alors, j'adore cette situation. Alors, mon père a beaucoup de citations qui ont marqué mon enfance, mais j'aime particulièrement celle-là parce qu'elle a toujours fait sens. Mon père disait toujours que la vie appartenait aux gens qui se lèvent tôt. Et j'y pense tout le temps à cette phrase-là, parce que donc, du coup, on est évidemment très matinaux. Et là, ce matin, je suis arrivée au bureau à 6h45, car je n'ai pas mes enfants qui sont en vacances avec les grands-parents, qui du coup se lèvent tôt également. Mais c'est vrai que tu te lèves à 6h45, enfin, t'es au bureau à 6h45, là, j'ai l'impression d'avoir fini ma journée, quoi. Là, j'ai toute la partie fun de ma journée, tu vois. J'ai fait ma comptabilité, mes emails, mes prises de rendez-vous. Et j'ai toujours cette petite sensation, quand tu commences tes journées très tôt, de prendre des longueurs d'avance versus d'autres personnes qui, en fait, à part si tu commences à te lever tôt, en fait, tu ne rattraperas jamais tout ce travail qui a été fait en plus, quoi. Donc, il y a un côté très satisfaisant.
Ouais. Tes livres préférés? Alors, je suis pas du tout. Je lis très peu. J'écoute énormément de podcasts, les infos, je regarde beaucoup de documentaires, etc. Mais je lis très peu. Je lis maintenant quand je suis en vacances avec mes enfants, où du coup je décroche de mon téléphone, mes mails, etc. Ce qui est du coup assez récent parce qu'avant j'étais en vacances, mais finalement jamais vraiment en vacances. Donc je vais te partager du coup ma dernière lecture, qui est un livre de Lise Bourbeau, alors il y en a deux. Il y en a un qui est Les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même. Ah ouais, je l'ai sur ma liste. Hyper intéressant. Et l'autre qui est le premier que j'ai lu, que j'ai trouvé aussi génial, dont j'ai évidemment oublié le nom. Ah oui, qui s'appelle La puissance de l'acceptation. Voilà, je lis pas beaucoup, mais quand je lis des livres, en général, c'est plus sur des choses comme ça, ou des biographies de Steve Jobs, de Phil Knight, de Nike, tu vois, des biographies, des trucs un peu inspirationnels. Mais je suis pas du tout une liseuse de romans, choses comme ça. D'accord. Alors, tu en as déjà pas mal parlé, mais tes routines pour être bien physiquement et mentalement, donc le sport, le yoga, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Le sommeil et l'alimentation. Le sommeil, l'alimentation, ok. Et l'amour, en fait, exprimer aux gens. Enfin, je veux dire, dans l'amour, je mets la communication en général, d'exprimer quand tu travailles du mauvais pied. En fait, plutôt que de déglinguer mon mari qui, le pauvre, n'a rien fait, je vais le voir et je lui dis, je sais pas pourquoi je me suis réveillée bizarre, je suis un peu de mauvaise humeur. Au moins, il sait. Et du coup, ça vient pas créer des espèces de conflits en disant, mais t'es odieux ce matin. Au moins, voilà, d'exprimer comment on se ressent. Je le fais souvent aussi avec les filles au bureau. Il y a des jours où je leur dis, j'ai dit, les filles, je suis hyper overwhelmed aujourd'hui. J'ai trop de trucs en tête, etc. Du coup, elles ajustent leur manière de faire avec moi. Du coup, il n'y a pas de tension. J'ai pas l'impression d'être abusée, qu'on vient de me poser trop de questions. Voilà, elles savent que du coup, c'est peut-être pas un bon jour pour venir me parler de problèmes techniques compliqués, etc. Du coup, ça force, enfin, ça aide les gens à mieux comprendre comment on est. Et je trouve que ça enlève beaucoup de risques de conflits ou de mauvaises ententes. Non, c'est vrai que Donc, c'est pas mal. communication, amour, sommeil, nourriture, sport. Ouais. Et ma dernière question, que t'évoque maximiser le potentiel de ta vie? Alors, je trouve que ça fout un peu la pression, comme citation, côté maximisé, parce que justement, parfois, je trouve que c'est quand on... Enfin, je trouve que parfois, c'est la route la plus longue qui te permet d'arriver le plus rapidement à ton résultat. Et je trouve que son potentiel, c'est souvent quelque chose aussi sur lequel on met énormément de temps à trouver, quoi. Moi, mon potentiel, j'ai dû mettre 10 ans avant de vraiment réussir à bien le connaître, l'interpréter et savoir que je pouvais compter sur lui. Je trouve que c'est un peu le combat d'une vie. Mais après, je suis d'accord qu'en tout cas, quand tu as trouvé ton potentiel, etc., il vaut mieux l'optimiser, le maximiser, et ça t'aide du coup tu vois, à trouver d'autres routes autour. Ce qui me tue, c'est les gens qui développent une boîte ou un projet qui est clairement pas leur forté à la base, tu vois, sur un sujet qui est pas du tout... par exemple, c'est comme si moi, demain, je me lançais sur un projet de crème pour le visage pharmaceutique. Enfin, tu vois, c'est tellement loin de mon univers, etc., que clairement, il vaut mieux se développer sur quelque chose qu'on estime être un peu son forté, quoi, on va dire. Ok, et ben merci beaucoup Alix pour cet échange. Et ben je t'en prie, merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Cuisine référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine référence, votre créateur cuisiniste.